Combien de promoteurs agricoles compte le Bénin? Difficile pour l'heure d'y apporter réponse, mais dans quelques mois, il sera possible de le savoir. Un recensement national agricole est en effet lancé. Quelles sont ses finalités? Nous faisons notre sujet de décryptage dans cette émission Wikeco. En dossier de la semaine, nous parlerons de croissance économique dans les pays en voie de développement et surtout de la qualité des institutions, elle qui pourrait améliorer les performances économiques, nous dira notre invité, un professeur agrégé en sciences économiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Wikeco que nous démarrons tout de suite par le mini-journal présenté par Estelle Espérance Oropazou. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Depuis ce mercredi se tient à Cotonou la 6e édition du Forum de l'Autorité de régulation régionale de l'électricité de la CEDEAO, AREC. La réunion est placée sous le thème « Le marché régional de l'électricité, facteur clé de succès ». Elle vise à garantir l'application des normes les plus élevées en matière de régulation. Ceci pour parvenir à un marché régional de l'électricité durable et efficace dans l'espace CEDEAO. Une équipe de la rédaction était présente à la cérémonie d'ouverture. Suivez son reportage. C'est un défi qu'il faut relever au plus tôt avec efficacité et durabilité. La maîtrise de la fourniture en électricité à un prix compétitif pour les populations et le secteur producteur préoccupe l'autorité de régulation régionale de l'électricité de la sous-région de la CEDEAO, entendez AREC. Le secteur de l'électricité ou l'énergie électrique est la base du développement. Le Bénin est un pays de la CEDEAO. Et si vous connaissez bien l'histoire et les défis auxquels le Bénin doit faire face en matière d'approvisionnement en énergie électrique, vous pouvez déjà imaginer ce qui se passe dans les autres pays dont la situation n'est pas complètement différente. Donc, il s'agit pour les experts de la CEDEAO, du secteur de l'énergie électrique, de réfléchir à voir comment trouver une solution au problème de déficit permanent des pays de la sous-région en matière d'énergie électrique. En Afrique de l'Ouest, le taux moyen d'accès à l'électricité est d'environ 25%, avec une demande potentielle non satisfaite de plus de 50%. Le présent forum marque le lancement du marché de l'électricité de la CEDEAO, un marché qui vise à garantir l'application des normes les plus élevées en matière de régulation. L'énergie du Bénin vient à plus de 65% du Nigeria et du Ghana. Le Ghana est relié à la Côte d'Ivoire, le Nigeria est relié au Niger. Donc ces pays constituent déjà un marché, un point d'échange d'énergie électrique. Chez nous, au Burkina, nous achetons déjà depuis plus de 10 ans l'électricité avec la Côte d'Ivoire, bientôt avec le Ghana. Ça veut dire que c'est une activité qui existe. Mais la particularité, c'est que ça va se faire dans un cadre régional. J'ai parlé d'échange entre nos différents pays, c'est du côté bilatéral. Maintenant, ça va être avec l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO. Nous allons rentrer dans une nouvelle ère de coopération où les règles sont déjà arrêtées et adoptées. C'est la discipline de groupe qui va permettre d'avoir du succès. Et quand on crée un marché, généralement la concurrence tire les prix vers le bas. C'est ce que nous attendons pour que tout le monde puisse accéder à l'énergie au moindre coût, avec une qualité de service irréprochable. Après ce lancement, suivra une période d'environ 2 ans consacrée à préparer l'avènement de la deuxième phase du marché, celle de marché concurrentiel qui viendrait s'ajouter au marché des contrats bilatéraux existant dans la région depuis plusieurs années. Entre 2016 et avril 2018, le Bénin a émis 5 fois les emprunts obligataires pour collecter des fonds au profit du Trésor public. L'emprunt obligataire, une opération financière dans laquelle le prêteur reçoit un taux d'intérêt périodiquement, tandis que le capital emprunté est remboursé à une date prévue. Ce reportage que la rédaction vous propose vous apprend un peu plus sur l'importance de cet instrument financier. C'est une réalisation de Patrick Adiaboudjou. Entre l'emprunt obligataire et les prêts de la Banque mondiale, moi je choisirais volontiers l'emprunt obligataire.
L'emprunt obligataire, un mode de placement de capitaux sécurisé à un taux d'intérêt fixe et rentable. Un mode souvent privilégié par les États pour mobiliser des ressources financières au profit du trésor public et diversifier les sources de financement. Parfois, on a de la liquidité, il faut tourner l'argent. Les plus riches aujourd'hui, ils placent l'argent et c'est l'argent qui travaille pour eux. L'État vient sur le marché financier et dit « j'ai besoin que vous m'empruntiez 100 millions ». En contrepartie, je vous donnerai 6% et je ne serai à même de payer avant 3 ans. Ça veut dire que vous allez prêter votre argent à l'État qui va le garder par devers pendant 3 ans. Et pendant tous ces 3 ans, selon ce que vous avez défini ensemble, l'État sera en train de vous verser 6% du montant que vous lui avez prêté. Un instrument financier pour fructifier l'épargne et booster les projets de développement. L'emprunt obligataire, en son principe, c'est une très belle opération. Et si un gouvernement, par exemple, revient à dire que je préfère faire de l'emprunt obligataire plutôt que recourir aux prêts, c'est une très bonne opération que je conseillerais même aux particuliers. Et non seulement aux particuliers, mais aux PME, PMI. Les petites entreprises doivent voir en cette opération une bouffée d'oxygène. Sur le marché financier régional, pour lever des fonds, aucun État ne peut décider à lui seul de l'émission d'un emprunt obligataire. L'État doit avoir en amont le quitus du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de la Bourse régionale des valeurs mobilières. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant du dernier emprunt obligataire lancé par le Bénin sous la gouvernance du président Talon. Cet emprunt est la 5e expérience du Bénin sur le marché financier régional. C'est un marché financier qui est réglementé et qui a des règles, et les règles sont appliquées à tous ceux qui viennent sur le marché. Certes, l'État a 2 sources de financement, mais il a besoin aussi d'aller sur le marché financier pour lever des emprunts. On a demandé 150 milliards l'année dernière et on a obtenu près de 170 milliards. Et cette année, on a demandé 60 milliards. Moi, mon souhait est que l'État revienne encore l'année prochaine. Si l'émetteur de l'emprunt obligataire communique davantage sur l'utilité de cette opération, l'État gagnerait à mobiliser plus de ressources financières sur le marché financier régional. J'exhorte le gouvernement à communiquer davantage autour de ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Si elle est formée, si cette population est informée et formée à l'idée de ce que c'est que l'emprunt obligataire, je pense qu'on le comprendrait mieux, qu'il y aurait moins de critiques inutiles et qu'il y aura davantage d'engouement sur le marché financier chaque fois que l'État émet des obligations. Pour le compte de l'année 2018, les chiffres de l'opération d'emprunt obligataire lancée le 23 avril et clôturée le 22 mai dernier ne sont pas encore connus. Après l'adoption de la loi relative à l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, fournisseurs, commerçants et utilisateurs sont désormais dans une logique de changement de comportement. À l'approche de la date butoir où le sachet plastique ne sera plus toléré, chacun s'active pour ne pas tomber sous le coup de la loi. C'est du moins le constat sur le terrain. Reportage. Il est pratique et accessible à tous, mais il représente un réel danger pour la santé et surtout pour l'environnement. Le sachet plastique non biodégradable sera bientôt banni des habitudes des Béninois. À Cotonou, à quelques semaines de la phase répressive de la nouvelle loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, certaines structures commerciales ont déjà pris leurs dispositions. Pour le moment, je finis effectivement mon stock de sachets non biodégradables, mais j'ai déjà du biodégradable. J'en ai déjà là. Il n'y a pas de difficulté particulière pour s'approvisionner. Le seul frein, c'est le coût. Nous, on n'a pas encore eu nos emballages. Nos emballages sont en commande à l'extérieur, ce n'est pas encore arrivé. Dès que la nouvelle est parvenue, on a d'abord fait une affiche pour avertir les clients. S'ils viennent d'amener leurs emballages, on leur présente les emballages propices des gens. Il y a des gens qui refusent, il y a des gens qui prennent ça dans la main. Il y a des sacs de jute qui contiennent le pain. Par contre,
D'autres opérateurs économiques traînent encore les pas pour se mettre en règle. Nous n'avons pas encore les emballages demandés. Nous sommes toujours en train d'utiliser les sachets plastiques pour le moment, mais nous avons déjà fait des commandes qui sont déjà en cours, qui vont arriver d'ici à là, et que nous allons commencer par maintenant donner aux clients au moment opportun. L'adoption des alternatives aux sachets plastiques non biodégradables est diversement appréciée des consommateurs. C'est top, parce que déjà le sachet, moi-même, je suis contre les emballages avec les sachets qui polluent l'atmosphère. Maintenant, le système a adopté pour donner des sacs, pour vendre des sacs moyennant 100 francs, j'approuve. Il y aura moins de pollution. C'est une belle stratégie. J'ai apprécié l'emballage qu'ils ont trouvé pour pallier à l'utilisation des sachets plastiques. Je préférerais que ce soit des sacs en papier. Sacs en papier, sachets plastiques biodégradables, sacs en tissu, autant d'alternatives disponibles sur le marché. Mais ces emballages sont bien plus coûteux tant pour les clients que pour les commerciaux. Les populations béninoises ont jusqu'au mois de juillet pour dire adieu aux sachets plastiques non biodégradables. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Merci à vous Estelle Pazot. Tout de suite donc la revue de presse. Amis de Wikeco, bienvenue à la revue. Démarrons avec l'économiste qui nous rapporte les nouvelles mesures pour la bonne gestion des carrières de sable au Bénin. L'exploitation anarchique sans normes constitue davantage un facteur de risque et le gouvernement n'entend pas laisser perdurer longtemps l'inconfort dans ce secteur. Réuni alors en Conseil des ministres, il a en effet initié certaines mesures pour réformer le secteur. Dès lors, le Conseil instruit expressément les autorités communales et locales, les forces de sécurité publique d'empêcher l'ouverture sans autorisation préalable de carrière, ceci conformément aux tests en vigueur. Conformité de la loi sur le bail à la construction, l'autre vision voit les artisans, les femmes ménagères et les étudiants aux anges. La joie est à son comble au sein de la population, rapporte-t-elle. Si, hier, les populations étaient exposées à l'anarque des propriétaires et des démarcheurs mal intentionnés, tel ne sera plus le cas. Le secteur est désormais encadré au Bénin. Après les nouvelles mesures de gestion, allons à la vague de sanctions tombées ces derniers jours. Au niveau des forces armées béninoises, 16 faussaires ont été détectés dans les rangs des élèves officiers, admis au titre des années 2016 et 2017 dans les écoles militaires créées par l'État. Le potentiel nous informe que 16 officiers ont été identifiés par une note de service du chef d'état-major général qui a ordonné l'invalidation de leur formation initiale d'officier comme détenteurs des pièces falsifiées. Ils perdent tout droit et avantage acquis du fait de ces formations selon la note. Décidément, l'armée béninoise est un nid de faussaires, commente le Télégramme. L'événement précis, quant à lui, mentionne que la justice sanctionne des responsables de la mairie de Cotonou pour non-assainissement de la ville et pour abus de fonction. Si, à la suite de leur audition, ils ont été relâchés purement et simplement pour infraction d'abus de fonction, ils sont néanmoins condamnés pour le chef d'accusation de complicité de pollution de l'environnement à une amende de 200 000 francs CFA chacun. Des sanctions et encore des sanctions. Cette fois-ci, dans la gestion du programme national de lutte contre le paludisme. Tout n'est pas sain dans cette gestion, écrit La Nation, et les mises en cause répondront des faits à leur charge, a indiqué le Conseil des ministres du mercredi dernier. À l'international, pour finir cette revue, Faure Gnassingbé, le président togolais, a procédé à l'inauguration il y a quelques jours de l'Assemblée nationale offerte au pays par la Chine. C'est un don qui a coûté 16 milliards de francs CFA. Ainsi se referme cette revue de l'actualité sur Wikeco. Bon dimanche et à dimanche.
Merci donc à vous, Marcel. Nous allons passer à présent au décryptage. Voilà, nous sommes déjà sur le plateau de décryptage et mes invités m'ont déjà rejoint. J'ai le plaisir de vous présenter André Topon. Bonjour. Bonjour, Roch. Vous êtes journaliste et vous animez une plateforme AgroTimes. Oui, c'est ça. Un journal en ligne. Oui. Merci d'être là. Merci et notre second invité, lui, répond au nom de Joachim Saïzonou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi journaliste et vous animez une plateforme sur le net, également Agriculture, c'est bien ça. C'est bien cela. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons de ce recensement national agricole. Dites-nous déjà, Monsieur Saïzonou, pourquoi un tel recensement aujourd'hui? Le RNA, Recensement national agricole, a pour objectif de disposer de la physionomie globale du secteur agricole au jour d'aujourd'hui. Et ce recensement doit permettre de mettre en place, les statistiques, de récolter les statistiques globales au niveau du secteur agricole, dans les différents maillons du secteur agricole. Est-ce à dire que depuis des années, on n'a jamais su combien de producteurs agricoles nous avons sur le territoire national, combien d'exportations, quelle est la quantité, la production que chacun fait? On n'a jamais su. On ne l'a jamais su, d'autant plus que le Bénin n'a jamais fait ce genre de recensement. C'est la première fois. C'est la toute première fois. Or, il existe déjà ce programme qui est piloté par la FAO depuis 1930. Des pays voisins comme le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire l'ont déjà fait. Mais c'est la toute première fois que le Bénin le fait, un processus qui a été enclenché depuis 2008. Mais les choses n'ont jamais été dans le bon sens. Et maintenant, comme les paramètres sont établis, sont réunis, le gouvernement a jugé bon de lancer ce programme-là. Et comment ça va se passer, ce recensement national agricole? Il existe plusieurs approches que la FAO propose pour faire ce genre de recensement. Surtout l'approche modulaire qui a été intégrée dans le cycle de 2010, parce que le recensement national de l'agriculture dans chaque pays se fait par cycle de 10 ans. Donc, le Bénin a le choix entre plusieurs approches. Mais ce que la FAO recommande aux pays qui exécutent ce programme, c'est de pouvoir utiliser l'approche modulaire qui a été intégrée dans le cycle de 2010. Et cette approche permet de pouvoir collecter les informations pour les mettre à disposition de plusieurs institutions, que ce soit nationales ou internationales, pour établir des bases de données fiables sur les cheptels, les systèmes d'irrigation, donc ça ne concerne pas seulement l'agriculture, ça concerne et la pisciculture, l'élevage et bien d'autres secteurs. Normalement, puisque l'agriculture est transversale, il n'y a pas que les cultures intrinsèques agricoles, mais il y a aussi la pêche, il y a aussi l'élevage. Tout à fait. Monsieur Saïzonou, vous savez, on dit que l'agriculture béninoise participe à plus de 23% au PIB et fournit 75% des recettes d'exportation et emploie 70% de la population active. Pourtant, notre agriculture est toujours embryonnaire. Pourquoi? Embryonnaire, bon, on peut le dire ainsi, mais le secteur agricole est très actif au Bénin. Seulement, nous ne disposions pas de données pour apprécier. Et c'est ça qui fait qui justifie même le recensement qui va se faire bientôt. Alors, vous aviez dit tout à l'heure 23% du PIB, c'est bien juste, mais nous ne disposons pas de statistiques pour disons, quand on prend une spéculation donnée, l'ananas par exemple,
le Bénin en produit beaucoup. Et quand vous demandez à quelqu'un de vous dire, à un spécialiste, de vous dire combien de tonnes d'ananas nous produisons au Bénin, ils sont incapables de vous en... Bon, pas incapables. Oui. On est capable d'estimer, de donner un chiffre estimatif, mais pas un chiffre exact. C'est ça le problème. OK. Oui. D'accord. On dit, avec toutes ces statistiques qui sont données, on estime que l'agriculture béninoise ne participe pas encore comme elle devrait participer à l'économie béninoise. Est-ce que vous pensez que, quelque part, ceux qui portent ces critiques à l'agriculture béninoise n'ont pas raison? Ils ont raison dans un sens. Mais voyons l'agriculture dans son ensemble. L'agriculture participe, comme vous l'avez dit, à 23% du PIB. C'est vrai que les chiffres ne sont pas exacts parce qu'il n'y a pas de données statistiques pour permettre de dire, voici comme M. Sazoun l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir dire nous avons telle production dans telle spéculation. Néanmoins, l'agriculture béninoise à un niveau, certaines spéculations qui, comme le coton, l'ananas, émergent et concurrencent même les plus grands producteurs au monde. Le Bénin, par exemple, est le 3e producteur d'anacarde au monde. Donc, c'est très important. L'ananas béninois est aussi très recommandé, et très recherché sur le marché de l'Union européenne même. Oui. Et vous voyez, ces spéculations permettent aujourd'hui à l'agriculture de pouvoir participer à ce taux du PIB que nous avons avancé. Néanmoins, le gouvernement en place a voulu booster cette participation en mettant en place un plan d'investissement massif de près de 500 milliards pour booster l'agriculture. Mais on ne peut pas y aller sans avoir des données fiables. D'où le recensement. Il faut nécessairement des données qui permettent de savoir où est-ce qu'on peut orienter les investissements pour que, en retour, l'agriculture puisse rendre au pays ce qui lui a été donné. Mais les données existent, il y a certaines données qui existent. C'est vrai que ce n'est pas encore localisé quelque part. Aujourd'hui, il est prévu dans ce cadre la création de certaines commissions de supervision, certaines commissions de pilotage pour compiler toutes ces informations scientifiques afin de pouvoir être interrogé lorsqu'il faut prendre des décisions. Mais quelle est concrètement la finalité? Est-ce que c'est juste pour avoir les données fiables et ça s'arrête là? Que faut-on faire de ces chiffres qu'on désire avoir? Ces chiffres, à terme, comme je l'ai dit tantôt, permettent d'avoir une base de données fiable. Cela permet non seulement au pays de décliner les politiques agricoles. Parce que si vous ne savez pas quel est l'effectif vers qui vous voulez aller, quel est l'effectif à qui vous devez donner les moyens, vous ne pouvez pas définir quelle quantité de moyens vous pouvez mettre à disposition. Donc, ces chiffres-là sont très importants parce qu'ils permettent au Bénin de peaufiner ses politiques agricoles. On ne sera plus dans les projections, on ne sera plus dans la spéculation de chiffres, mais on aura des statistiques exactes. D'accord. Au-delà du Bénin, les programmes et les structures internationales du monde qui viennent au Bénin, qui soutiennent l'agriculture, comme la FAO, comme la GIZ, ces structures ont besoin de ces données-là pour pouvoir eux aussi élaborer les politiques de partenariat et de financement du secteur agricole. D'accord. Aujourd'hui, le véritable problème des producteurs agricoles, ce n'est pas véritablement leur recensement, mais c'est comment faire écouler leurs produits sur le marché. Lorsque vous voyez des producteurs de tomates qui n'arrivent pas à vendre leur production, qui pourrissent à leurs yeux, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'action devrait plutôt beaucoup être porté vers l'industrialisation, les types de conservation de leur production? Oui, avant d'en arriver là, il faut connaître avec précision ce qui est produit. C'est nécessaire. Et là, quand on a une idée claire de l'importance de la production, on peut savoir, ou bien on peut savoir quelle capacité d'unité on peut installer pour résorber le problème que vous soulevez. Je vais vous donner un exemple. Pour le coton qui est déjà mis en place, dont la filière est bien organisée,
vous n'êtes pas sans savoir que cette année, nous avons produit 597 000, et quelques tonnes. Oui, c'est ce qui a été dit. Exactement. Donc, cette production, l'AIC a annoncé les prévisions pour l'année prochaine, plus de 600 000 tonnes. Déjà de 600 000 hectares déjà emblavés, donc ça suppose qu'on ira au-delà de 600 000 tonnes, bien au-delà. Or, les capacités d'égrenage du Bénin aujourd'hui se limitent à 600 000 tonnes. Alors, si nous attendons plus de 600 000 tonnes, vous imaginez qu'il y aura de la production qui ne sera pas égrenée du tout. Alors, le gouvernement a déjà pris des mesures pour a déjà autorisé l'installation d'une 19e usine d'égrenage de coton aujourd'hui. Donc, on a pris des dispositions pour... Donc, si pour les producteurs de tomates, on ne sait pas quelle quantité, quelle variété est produite, on ne saura pas quelle unité, quel genre d'unité on peut installer pour régler le problème. Et c'est valable pour tous les autres secteurs, hein, le cajou et puis beaucoup d'autres choses. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de productions qui malheureusement ne profitent pas aux producteurs agricoles. Nous tendons déjà vers la fin de cet entretien. Que faut-il faire aujourd'hui pour que ce recensement national agricole puisse véritablement booster l'économie béninoise? Déjà, il faut éviter toute politique politicienne dans ce recensement. Parce que c'est technique. Ce n'est pas comme le recensement général de la population. C'est pour un but précis. Donc, il faut réellement recenser les véritables acteurs de la filière. Et il se pose un problème. Comment peut-on identifier telle personne ou telle autre comme étant acteur de telle filière? Est-ce qu'il y a un critère prédéfini qui permet d'identifier qui sont les producteurs agricoles, qui sont les exploitants? Il faut que les critères soient définis. Et permettent maintenant de canaliser tous les maillons de la chaîne de production et de la chaîne de valeur. Cela permettra non seulement d'améliorer l'investissement, mais de savoir exactement qu'est-ce qui est produit, comment peut-on aller à la transformation, comme vous avez dit tout à l'heure, et aussi penser à l'exportation qui rapporte des devises. Et ce n'est que sur ce plan-là, surtout, que les exploitants, les producteurs peuvent avoir le bénéfice de leur travail. Mais pour ce recensement, pour réussir ce recensement national agricole, vous pensez qu'il ne faut pas associer, par exemple, les chefs d'arrondissement, les maires des différentes localités. Au moins, ces autorités ont à leur niveau quelques statistiques plus fiables pour rapidement faire. Pas vraiment. Au Bénin, ici, on peut les associer. On ne peut pas dire de fait qu'il faut les éloigner, les écarter. Néanmoins, il y a une disparité entre les chiffres que les autorités communales, territoriales vous donnent et les chiffres que les producteurs même vous donnent. Donc, cela montre que les autorités en question, les chefs d'arrondissement, les maires, n'ont pas des chiffres, n'ont pas des statistiques exactes. Ils en ont, mais avec ce recensement national, on aura une idée désormais plus claire de la proportion de producteurs agricoles qu'il y a dans chaque arrondissement, dans chaque ville. Et quelles sont les spéculations qui sont mises en œuvre dans chaque pôle de développement. D'accord. Monsieur Saïzonou, vous avez la parole pour votre mot de fin aussi très rapidement. Mon collègue a évoqué quelque chose tout de suite. Il a dit qui est agriculteur, qui est éleveur, qui est aquaculteur. Il faut définir les critères. Il faut définir les critères pour savoir qui est ceci ou qui est cela. Quelqu'un qui a peut-être 10 poulets chez lui, est-ce qu'il peut déjà se considérer comme éleveur? Imaginez que quelqu'un qui a semé du maïs sur le reste de son habitation, son domaine d'habitation. Est-ce qu'il peut déjà se considérer comme producteur agricole? Voilà. Quelqu'un qui a 2 poulets, peut-il être aviculteur? Mais là, ça n'a pas encore été clarifié. Il faut clarifier tout cela et dire, voilà, nous sommes en face d'un aviculteur et
qui se déclare comme tel, et c'est en ce moment qu'on fait véritablement un recensement de l'agriculteur, de l'éleveur, ainsi de suite. Peut-être que cette catégorie à laquelle vous faites allusion, ce sont des gens qui sont peut-être au début de leurs activités et qui espèrent bien étendre leur production. Est-ce qu'il faut ne pas les considérer comme producteurs et les enregistrer? Eh bien, il va falloir définir justement ces critères pour ne pas faire des lésés. Voilà, merci beaucoup à vous, M. Saïzonou et M. Topon, d'être passés dans cette émission pour décrypter avec nous cette actualité. Merci à vous qui nous suivez. Tout de suite, nous allons passer au dossier de la semaine. L'échec de la croissance économique dans un contexte de sous-développement ne s'explique plus forcément par des facteurs économiques, mais également par des facteurs non économiques, notamment la qualité des institutions. Des études ont d'ailleurs prouvé qu'il existe une forte relation entre les deux concepts sur lesquels sont revenus des économistes, et nous en parlons en dossier de la semaine. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. Désormais, l'échec de la relance économique dans un contexte de sous-développement ne s'explique plus seulement par des facteurs économiques, mais également par des facteurs non économiques, en particulier la qualité des institutions. Lorsque certaines institutions existent, ces institutions prescrivent souvent certains comportements. Si ces comportements sont rationnels, il faut donc les respecter en termes de temps d'exécution et en termes aussi surtout de bonne gestion. Or, si vous ne respectez pas, ça c'est un exemple simple pour vous dire comment ça peut aller, en termes de temps, il aura perdu de temps. Or, le temps, c'est une variable, c'est un bien économique qui a quand même un degré de réalité. Il faut donc respecter ça. Ce qui ne se réalise pas aujourd'hui ne pourra pas se réaliser demain. Il y avait une chanson, je crois d'origine zaïroise ou bien quoi, là, qui disait que le temps perdu ne revient plus. Aujourd'hui, plusieurs études sont concordantes pour reconnaître qu'il existe une forte relation entre la qualité des institutions et la croissance économique. Des institutions efficaces seraient une condition pour le succès des économies. Cette relation peut même parfois aller dans les deux sens. Dans le sens institution, croissance économique, et dans le sens croissance économique et institution. La qualité des institutions, les règles, les normes, et la manière dont ces règles, ces normes sont établies et respectées peuvent en fait impacter significativement la trajectoire que l'économie d'un pays peut prendre. Et en termes de croissance économique, les institutions privées seraient indispensables. Seul le secteur privé, donc les entreprises, créent donc la richesse. Et de cette richesse créée, l'État fait des ponctions sous forme donc d'impôts et taxes. Et donc plus la croissance est forte, donc plus la valeur ajoutée est forte, plus le sera la croissance économique et plus les ressources dont disposera donc l'État seront aussi importantes. Et ces ressources sont indispensables à l'amélioration aussi donc des institutions. Parce que les institutions de qualité, il faut les financer. Une corrélation positive et significative à ne pas ignorer en souhaitant relever le défi du développement durable. Merci à vous, Marcel Achossi, pour ce reportage. Vous êtes d'ailleurs sur ce plateau pour recevoir avec moi notre invité. Bonjour, Marcel. Bonjour, Roch. La pleine forme? On peut les dire. D'accord. Et notre invité y répond au nom de Alastair Alisator. Il est professeur agrégé de sciences économiques, responsable du comité intellectuel et du secrétariat du colloque international scientifique en l'honneur du feu professeur Jero Amosuga. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais d'entrée déjà, pourquoi un colloque scientifique international en l'honneur du professeur feu Jero Amosuga? J'aurais pu commencer par dire pourquoi pas, mais bon voilà, le professeur Philippe Amosuga, toute proportion gardée et en toute humilité, peut être considéré comme étant le père des sciences économiques et de gestion au Bénin, et l'un des pères même à l'échelle de l'Afrique francophone. Et donc ce serait un minimum de signes de reconnaissance et de gratitude de la communauté universitaire nationale que d'organiser ces hommages pour le célébrer,
pour donc témoigner en fait notre reconnaissance envers cet homme, envers donc son œuvre, sa tâche, son engagement en faveur donc de la communauté universitaire nationale. Il est décédé il y a 1 an. Et nous avons donc justement saisi l'opportunité de l'anniversaire de son décès pour donc nous racheter donc de cet acte qu'on aurait dû faire déjà de son vivant. D'accord. Et au cours de ce colloque scientifique international, vous avez décidé d'identifier certains facteurs qui plombent la croissance économique des pays en voie de développement. Marcel Arrossi, vous étiez à ce colloque. C'était ça. Vous avez suivi avec attention, bien sûr avec nous, ce reportage inspiré de ce colloque, et un reportage qui parle de la qualité des institutions avec la croissance économique. Est-ce que vous approuvez la complémentarité dont parlaient tout à l'heure les professeurs, les collègues, j'allais dire? Merci. Alors, Marcel, je voudrais, si vous permettez, très rapidement rappeler que ce professeur Fulbert Amoussougua-Giraud avait consacré sa vie universitaire, académique et scientifique à des domaines aussi variés que divers, donc du champ des sciences économiques et de gestion. Et donc, l'aspect que vous évoquez n'est qu'un des aspects, justement. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et autrement, c'est pour dire que nous avons débattu aussi bien des sujets en lien avec l'intégration économique, le commerce international, la monnaie, que la question des institutions. Et voilà, la question des institutions vous intéresse. Oui, tout à fait. Ça paraît très important parce qu'on n'en fait souvent pas cas. Mais vous avez estimé que la qualité des institutions peut contribuer soit à la croissance ou à la régression économique des pays en voie des facteurs économiques. Développement. Voilà, bien sûr. Alors, je voudrais dire que traditionnellement, on a souvent expliqué la croissance économique par un certain nombre de facteurs, notamment les facteurs tels que le travail qualifié, le capital, les investissements, voilà, c'est ça, les dépenses et la géographie des différents pays. Mais on s'est très tôt rendu compte, alors quand je dis très tôt, ceci remonte aux années 90, rendu compte que ces facteurs traditionnels à eux seuls ne suffisent pas pour expliquer la croissance, parce qu'il y a justement un certain nombre de faits stylisés qui contredisent donc ces prédictions théoriques-là. Vous voyez, je donne des exemples. Vous voyez, la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui sont pratiquement des pays donc, limitrophes. Il y a un qui est extrêmement développé, alors qu'il y a un autre qui est totalement en arrière. Et donc, nous ne pouvons plus dire, dans ce cas, que la position géographique, par exemple, permettrait donc d'expliquer... Mais lorsque vous avez des richesses dans votre sous-sol, ça peut expliquer aussi là. Oui, ça fait partie donc des facteurs traditionnels. Mais justement, vous avez en Afrique des pays qui représentent à eux seuls, disons, la partie la plus importante d'un certain nombre de ressources rares, mais qui demeurent encore dans des situations de précarité, de vulnérabilité. Oui. Autrement dit, les ressources du sous-sol, à elles seules non plus, ne suffisent pour expliquer justement la croissance économique. Et donc, c'est face à ce constat qu'un certain nombre de chercheurs, au cours donc, de leurs travaux, là, nous sommes au niveau des années 90, ont identifié un facteur, les institutions, comme étant ce facteur complémentaire qui pourrait permettre de mieux comprendre la croissance économique dans les différents pays. Et donc, nous pouvons, dans le domaine donc, de la science économique, expliquer les institutions comme étant les règles, si vous voulez, qui organisent la société ou qui organisent l'État. Pour peut-être être un peu plus large, nous pouvons dire que ce sont des contraintes que la société se fixe pour organiser l'interaction entre les hommes. Et si nous disons ça, ce n'est plus seulement les règles. Nous avons, au-delà des règles, nous avons les traditions, nous avons les us, nous avons les coutumes, parce que ça fait partie. Et parlant d'institutions, tout à l'heure dans l'élément, le professeur, un des collègues disait que les institutions privées sont indispensables. Vous approuvez cela aussi? Bien évidemment, vous savez, l'organisation de l'économie suppose que nous avons en place des arrangements institutionnels qui promeuvent justement la libre expression, qui promeuvent la libre entreprise. Et voilà. Et donc, le système
économique dominant, c'est un système qui est fondamental, qui se repose fondamentalement sur la libre entreprise. Et donc, par conséquent, la nécessité de mettre en place des arrangements institutionnels qui promeuvent donc justement la libre entreprise. Mais on a entendu un intervenant dire tout à l'heure, un des professeurs dit tout à l'heure que le privé est seul à créer de la richesse. Pourquoi souvent, quand on vous entend, vous, économistes, de cette richesse-là pour sa croissance? Oui, en fait, lorsque généralement beaucoup de collègues interpellent le privé ou attribuent au privé le rôle donc, de création de la valeur, en fait, ceci nous ramène à la notion donc, de l'efficacité économique et donc de la définition des droits de propriété. Lorsque les droits de propriété ne sont pas clairement définis, autrement dit, lorsque vous n'avez pas la certitude de ce que ce bien-là vous appartient et que les fruits générés par son exploitation vous reviennent, vous n'en faites pas une utilisation efficace. Et donc, par conséquent, si nous opposons la sphère publique et la sphère privée, on estime qu'au niveau de la sphère privée, les droits de propriété sont clairement définis et que l'individu étant rationnel est donc beaucoup plus porté ou bien beaucoup plus à même justement de gérer de façon efficace de manière à en tirer justement les profits. Et c'est cette gestion de façon efficace qui donc entraîne l'augmentation de la production. La production ne pouvant augmenter que lorsqu'on investit, lorsqu'on crée des emplois, d'où justement cette caricature que de dire qu'il revient au secteur privé de créer. Maintenant, que faut-il faire aujourd'hui pour que nos institutions participent véritablement à la croissance économique des pays en voie de développement? Alors, lorsque nous parlons des institutions, il ne s'agit pas d'une entité homogène. Bien, de quelle institution parlez-vous concrètement? Justement, il ne s'agit pas d'une entité homogène parce que lorsque nous parlons d'institutions, nous avons des institutions qu'on peut caractériser d'extractives, autrement dit des arrangements institutionnels qui favorisent donc la création de rentes et qui justement positionnent un certain nombre d'acteurs pour extraire ou tirer ces rentes, les institutions extractives. Et il est démontré que ces institutions extractives ne sont pas de nature à promouvoir la croissance économique ou à promouvoir le développement. Et nous avons de l'autre côté des institutions inclusives, donc des institutions, donc des arrangements institutionnels qui favorisent la participation donc, de tous à l'activité économique et par conséquent le partage des gains qui en retire. Alors, à partir donc, de ces deux points, on juxtapose donc d'autres formes d'arrangements institutionnels, autrement dit des arrangements institutionnels de type politique. Donc nous avons les questions de démocratie, de l'état de droit. Vous comprenez que lorsque nous parlons de démocratie, nous parlons d'arrangements institutionnels inclusifs, puisqu'en fait, c'est une façon, on dit, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà. Au-delà de la qualité des institutions, vous le disiez d'ailleurs au colloque, parce que j'y étais, que la qualité de la gouvernance également compte beaucoup et a aussi un effet positif. Lequel, par exemple? Alors, peut-être pour poursuivre un peu, parce qu'en fait, je vais déboucher sur cette question-là. Oui. Nous avons donc des arrangements institutionnels, mais de nature politique, donc les questions d'état de droit, de démocratie. Mais nous avons aussi des arrangements institutionnels donc, qui ont un fort ancrage économique, tel que la qualité de la réglementation, la qualité donc, de la définition des droits de propriété dans le pays. Alors, c'est vrai que plusieurs collègues se sont intéressés effectivement à votre question de savoir de l'ensemble des arrangements institutionnels que l'on peut avoir, lesquels sont prédominants dans justement la création de la richesse, la croissance économique et le développement. D'où cette question. Voilà la question que vous posez. Alors moi, je ne voudrais pas ici donc faire le résumé de l'ensemble des points aussi variés que divers, mais si vous voulez, je partage un résultat que nous avons obtenu. Pourquoi pas? Et mais notre travail se posait la question de savoir quel est le rôle que joue la gouvernance dans la diversification économique des pays en développement. Alors, les résultats nous montrent, lorsque nous comparons les diverses formes d'arrangements institutionnels, que les arrangements institutionnels de nature économique, c'est-à-dire la qualité de la réglementation, la définition des droits de propriété, ces différents arrangements institutionnels promeuvent davantage la diversification économique, alors que des arrangements institutionnels de nature politique tels que démocratie, voie responsabilisation, état de droit, à la limite, n'ont pas
pour les pays en développement concernés par notre étude, n'ont pas forcément un sens, c'est-à-dire ne contribuent pas de façon significative à l'explication de la diversification économique. Cela dit, nous ne sommes pas en train de dire que justement ces variables-là ne comptent pas pour quelque chose, seulement que dans la comparaison des deux catégories d'arrangements institutionnels, les arrangements institutionnels de nature économique, j'ai précisé la qualité de la réglementation, la qualité de la définition et du respect des droits de propriété s'avère ou bien l'emporte par rapport justement aux et la qualité de la gouvernance a un effet positif, vous l'avez dit, bien sûr, mais elle n'est pas aussi significative. Comment et pourquoi? Non, celle-là, elle est significative. Elle est significative. Voilà. Autrement dit, la manière dont vous organisez les règles qui définissent le fonctionnement de l'État, les relations entre l'État et les citoyens, de nature économique, l'État et les entreprises privées, la fourniture donc des biens et services, l'ouverture ou pas donc de votre économie. Ces règles-là, autrement dit, ce cadre réglementaire s'avère donc apporter une explication à la diversification ou non des différents pays, relativement aux institutions d'ordre politique qui n'ont pas, donc, ou bien, ne permettent pas d'expliquer significativement les diversifications observées dans les pays en développement. Alors, peut-on parler de la qualité des institutions sans faire référence à certains phénomènes tels que la corruption qui les plombent, qui ne permettent pas de voir réellement comment ces institutions peuvent participer à la croissance économique, surtout dans les pays en voie de développement? Bien sûr, vous savez, la corruption, généralement, est le résultat de la défaillance de l'organisation institutionnelle mise en place. Lorsque l'organisation institutionnelle mise en place est défaillante, elle peut donc générer la corruption. J'ai parlé tantôt des institutions, par exemple, extractives. Lorsque vous mettez en place des institutions extractives qui favorisent donc qu'une minorité de la population profite donc de situations de rente et extrait ces rentes, vous avez donc volontairement mis en place des institutions qui ne peuvent promouvoir que la corruption, par exemple. Lorsque vous mettez en place des institutions qui donc complexifient l'interaction entre les hommes, qui complexifie donc la fluidité de l'activité économique, vous créez ainsi des monopoles autour d'un certain nombre d'agents de l'État qui peuvent donc s'en servir pour des fins totalement personnelles, d'où justement aussi des pratiques de corruption. Donc la corruption, c'est généralement la conséquence de la défaillance donc, de ces institutions-là. Et il revient à chaque pays, à chaque société de mettre en place des institutions qui lui sont propres. Donc, autrement, nous ne sommes pas dans le schéma des prêt-à-porter en matière d'institutions, mais des institutions qui lui sont propres, des institutions justement qui s'inspirent donc des us. Donc, en réalité, on ne va pas s'arrêter à la qualité des institutions ou encore à la qualité de la gouvernance pour parler de croissance économique ou pour espérer une croissance économique. Quels sont les autres facteurs aussi déterminants que la qualité des institutions et la qualité de la gouvernance? Oui, comme j'ai dit, la qualité des institutions implique donc ce que nous observons comme gouvernance ou comme qualité de la gouvernance. Et à l'entame, j'avais indiqué que nous avons un certain nombre de variables traditionnelles qui, voilà, telles que le capital humain, le travail qualifié, les investissements, l'ouverture commerciale, la géographie. Et donc, la qualité des institutions, si vous voulez, les arrangements institutionnels viennent comme une variable complémentaire qui permet de renforcer davantage l'analyse donc de la croissance économique ou du développement des différents pays. Merci beaucoup, professeur Alastair Alin-Satan. Le temps qui nous est imparti est déjà à sa fin. Vous avez donné sur ce plateau certaines grandes recommandations de ce colloque international scientifique en l'honneur du professeur Feu Géraud Amoussouga. Merci d'être passé dans cette émission. Merci également à vous, Marcel Akhossi, d'avoir rapporté un peu ce qui s'est passé lors de ce colloque et de m'avoir accompagné également sur ce plateau. Merci. Et mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission Week-Echo que je vous remercie d'avoir suivi. Prenez le prochain rendez-vous dimanche prochain à partir de 11h. D'ici à là, portez-vous très bien. Au revoir.